Descartes disait qu'appréhender son corps, c'est connaître son existence et ses ressources. Pour moi, cette courte citation résume à elle seule tout l'intérêt de la musculation. Car se développer physiquement, c'est non seulement se découvrir des capacités qu'on ignorait jusqu'alors, mais c'est aussi se construire une personnalité solide, le tout pour finalement tirer le meilleur de soi et profiter de la vie. Pourtant, on a tous entendu dire au moins 50 fois que la muscu n'est pas un sport et se résume à une activité de beauf superficielle et complexée. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les sceptiques parce que je vous garantis qu'après visionnage, il y en a plus d'un qui vont retourner leur veste. Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit voyage à travers l'histoire du sport et du développement physique afin de répondre une bonne fois pour toutes à la question de savoir ce que représente vraiment notre pratique. Pour ce faire, on va d'abord définir ce qu'est un sport, vous verrez que ce n'est pas si simple, puis une fois qu'on en aura terminé avec notre revue historique, on pourra conclure sur ce qu'est réellement la musculation. Commençons donc par un peu d'étymologie. Contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, le mot sport ne vient pas directement de la langue anglaise, mais prend ses racines dans le vieux français des sports, qui signifiait amusement, divertissement. C'était une activité avant tout aristocratique, qui s'exporta outre-Manche pour donner le sportman anglais, lequel pratiquait aussi bien la boxe, la lutte ou la gymnastique, que l'escrime, le jeu de boules, la chasse ou encore l'équitation. C'est en référence à ce sportif bien particulier que le terme sport est ensuite apparu en France avant d'évoluer progressivement du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e pour finalement hériter de son sens actuel, à savoir un système de compétition organisé dans un temps autonome, supposant un calendrier, et dans des espaces urbains structurés comme des stades, des piscines ou encore des gymnases, lequel permet à celles et ceux qui le pratiquent de réaliser une prouesse, voire de rechercher une performance individuelle ou collective dans la comparaison ou la confrontation avec autrui. Pour faire simple, le sport suppose donc du mouvement, des règles, un aspect compétitif et enfin l'existence d'institutions. Sur le plan pratique, c'est quelque chose de très large qui englobe aussi bien la réalisation d'un mouvement particulier et encadré, comme c'est le cas en force athlétique ou en haltérophilie, qu'une confrontation individuelle ou collective type boxe anglaise ou football. Puisque le mot sport est assez récent, beaucoup de personnes ont tendance à penser qu'il n'existait pas avant le 19e siècle. Grave erreur! Le fait est qu'avant même d'avoir été nommé, on le trouvait déjà sous des formes plus ou moins élaborées il y a plusieurs millénaires. Par exemple, dans la Grèce antique, on pouvait pratiquer des activités physiques en compétition selon un calendrier établi à l'avance, comme c'était le cas aux Jeux Olympiques, tandis qu'il existait un lieu propre à l'entraînement, le gymnase, et un autre destiné à l'agone, c'est-à-dire à l'affrontement, le stade. On y trouvait des règles, des arbitres, et on sait même que certaines guildes faisaient déjà office de fédération sportive dans l'Antiquité tardive. Tous les critères du sport étaient donc remplis. En revanche, pour ce qui est de la musculation, c'est plus compliqué. Si on sait qu'elle existe depuis toujours et a été pratiquée par la quasi-totalité des athlètes antiques, on ne pouvait pas parler de sport à son égard puisqu'elle ne débouchait sur aucune compétition. Chez les Grecs, comme chez les autres peuples qui se sont entraînés pour développer leur force et leur physique, elle avait principalement pour but de préparer à d'autres sports, d'améliorer et de préserver la santé des gens, mais également de jouer à qui a la plus grosse. Concernant ce dernier point, on reste bien dans l'esprit des compétitions de force actuelles, sauf que c'était fait à l'arrache. Pour autant, pouvait-on dire que la musculation était une activité inférieure à la course de stade ou à la lutte, faute d'être pratiquée au jeu? Nope. Car à l'époque, il y avait une certaine mode autour d'un concept que j'aime beaucoup, l'arrêté. Pour rappel, il s'agit de l'idéal culturel grec qui cherche à combiner chez un même homme beauté physique, intellectuelle et morale. La base. Platon a d'ailleurs très bien illustré l'idée en énonçant que celui qui applique fortement son esprit aux mathématiques ou à quelque autre étude se doit de faire de l'exercice pour donner du mouvement à son corps, tandis que de la même façon, celui qui met ses soins à façonner son corps doit en retour procurer des mouvements à son âme par l'usage complémentaire de la musique et de la philosophie. Aujourd'hui, et on reviendra dessus plus tard, le problème c'est qu'on cloisonne tout. On a de plus en plus de mal à être exigeant et on a tendance à créer de façon inconsciente un fossé entre l'intellectuel et le physique, ce qui joue contre l'image des sportifs et musculeux, nous rapprochant même de l'état d'esprit qu'avaient les Romains. Et vu comment ils ont terminé, c'est pas bon signe. Car en se sédentarisant et en devenant de plus en plus matérialistes, les citoyens et précepteurs impériaux ont progressivement relégué l'éducation physique, et donc la musculation, à une place bien inférieure à celle de l'intellect. Seuls les gladiateurs et les athlètes professionnels étaient encore légitimes à s'entraîner, tandis que le citoyen de base sombrait dans l'inactivité, les gymnases perdant alors leur statut de salle de sport antique pour devenir de gigantesques spas. Coïncidence ou non, Rome tombera, mais ce ne sera pas le cas de l'arrêté qui réapparaîtra quelques siècles plus tard au Moyen-Âge, tandis que le corps regagnera ses lettres de noblesse. Il s'avère qu'un bon chevalier se devait non seulement d'être en excellente forme, puissamment bâti et vigoureux, mais devait également se montrer courageux, vertueux et cultivé. Le corps était en effet considéré comme le miroir de l'âme et devait répondre à celle-ci en inspirant par son seul regard un sentiment chevaleresque. Oh, vous avez l'air bon et très doux.
Après, faut pas croire, la situation au Moyen-Âge s'était vachement dégradée puisque le renforcement musculaire, qui au passage était bien moins développé que sous l'Antiquité, avait vu son champ d'action drastiquement diminuer puisqu'il ne concernait plus qu'une frange extrêmement bien éduquée et minoritaire de la population, la noblesse. Ensuite, les siècles passèrent, et même si la redécouverte de la gymnastique antique s'est faite avec beaucoup d'enthousiasme au XVIe siècle grâce notamment aux humanistes italiens, eh bien on ne pouvait toujours pas parler de sport pour la musculation. On était en quelque sorte en train de revenir à la qualification grecque, même si pour les exos de muscu, on faisait plutôt référence à des jeux semi-conventionnels, c'est-à-dire mettant l'accent sur la démonstration de caractéristiques physiques, comme la force ou l'agilité, plutôt que sur la stratégie ou les règles. N'empêche qu'on avait sacrément bien avancé puisqu'on avait commencé à réconcilier le grand public avec son corps. Il faudra ensuite attendre le 19e siècle pour que le sport moderne commence à apparaître, ce qui se traduira entre autres par la création de la Fédération internationale d'haltérophilie en décembre 1889 à Vienne. Pour comparer, la FIFA ne fut créée qu'en 1904, ce qui fait qu'une des premières fédérations sportives internationales à voir le jour concernait bel et bien une discipline de force. Et ce n'est pas un simple hasard du calendrier, puisque quelques années plus tard, l'haltérophilie fera partie des 7 épreuves retenues pour la première édition des Jeux Olympiques modernes de 1896 à Athènes. On s'arrête ici pour notre revue historique, sachant que tout sera développé en long, en large et en travers dans la suite d'Histoire musclée. Autrement dit, abonne-toi. Bref, comme vous avez pu vous en rendre compte, du moins je l'espère, regarder derrière soi peut nous apprendre pas mal de choses intéressantes. Pour finalement répondre à la question qui nous intéresse, et si on se base sur son sens actuel, le sport englobe bel et bien la musculation, qu'il s'agisse de force athlétique, d'haltérophilie, de culturisme ou de crossfit. Par contre, pour ce qui est de la musculation au sens très large, c'est-à-dire celle de Jean Célestin qui va pousser 3 fois par semaine sans objectif sportif particulier, ce qui au passage concerne 95% des pratiquants. Eh bien là, non, on ne peut pas parler de sport. Et attention, ce sera la même chose pour Vanessa qui va faire son footing le dimanche, ou pour Jean Dylan qui fait son foot le mercredi après-midi avec ses potes. Dans ces différentes situations, on est sur une simple activité physique. Pas d'institution, pas de licence, des règles altérées, pas de réel arbitre, nada. Seulement, dans le cas de la musculation, il y a bien un petit truc en plus. Revenons 2 secondes en arrière. On remarque qu'à l'Antiquité, malgré une pratique extrêmement répandue, les Grecs n'en ont jamais fait une discipline olympique. Pourquoi ? La raison, c'est qu'elle avait pour eux une dimension éducative et non pas agonistique dans le sens de l'opposition. Le corps de chacun devait pouvoir se développer en fonction des caractéristiques individuelles, de l'âge, du tempérament et des objectifs sportifs sans qu'il n'y ait d'affrontement pour interférer et donc rendre la chose improductive en y ajoutant du stress et donc à terme des blessures et des excès. C'est pourquoi l'exercice physique, qu'il ait eu recours au poids de corps ou aux charges additionnelles, était davantage considéré comme une philosophie de vie que comme un sport. Les deux pratiques avaient beau être liées, elles n'avaient pas toujours les mêmes objectifs, mais se complétaient en ce que la performance d'un côté et la beauté physique de l'autre étaient les deux composantes indissociables de la valeur du sportif antique. Un peu comme si chaque athlète se devait d'être culturiste. Pas vraiment étonnant puisqu'ils étaient toujours à poil. Mais outre ces aspects utilitaires et esthétiques, que de toute façon vous connaissez déjà, sachez que la musculation était également considérée comme un outil de développement intellectuel. Si, je vous assure. On peut par exemple citer Platon, pour qui le développement physique n'est pas une finalité, mais doit au contraire être perçu comme un moyen de donner de la vigueur à l'âme, autrement dit d'améliorer l'intérieur autant que l'extérieur. Suite à cette sympathique citation, ma réponse finale à la vidéo est donc que la musculation n'est pas un sport, puisqu'elle est bien plus que ça. Elle constitue en effet un moyen de développement physique et mental qui, pratiqué correctement, nous apprend la discipline, l'assiduité, le dépassement de soi et donne goût à l'effort. Une fois ces caractéristiques acquises, il ne reste plus qu'à les transférer dans la vie de tous les jours ou dans un autre sport, et là, objectivement, on est devenu quelqu'un de meilleur. Du coup, pourquoi autant de critiques ? Si vous avez bien suivi, vous savez déjà ce que je pense. Déjà, de nos jours, beaucoup de personnes ne pratiquent plus pour elles, mais pour le regard des autres, ce qui ne permet pas de grandir, mais pire encore, la plupart des gens ne se donnent pas la peine d'essayer d'être performants à la fois intellectuellement et physiquement. D'ailleurs, ça se ressent de plus en plus dans l'opinion générale, pour laquelle si on est un sportif, on est un idiot, et à l'inverse, si on est au-delà de 100 QI, on est incapable de tenir un ballon. Le cas de la musculation est même un peu pervers puisqu'on joue sur quelque chose de visuel, ce qui revient à s'exposer au regard de certains rageux, pour lesquels on sera soit un ancien fragile revanchard, un gros queutard superficiel, un beauf un peu con, ou quelqu'un de très gai. Pour ma part, ça va, je ne me reconnais dans aucune catégorie, tout va bien. Sauf peut-être un peu la troisième pour être franc. Après, je veux bien admettre que l'évolution des pratiquants et des pratiques confirme parfois quelques stéréotypes. Mais pour moi, ce n'est pas la faute de la musculation, car les gens ne sont ni pires ni meilleurs à l'extérieur de la salle. Ce qui d'ailleurs est un tout autre sujet. Du coup, on va rester concentré, et pour terminer cette vidéo en beauté, on va plutôt démonter quelques préjugés.
D'abord, si quelqu'un associe un pratiquant à un fragile revanchard, et sans nier la réalité de certaines personnes, je reformulerai en citant Aristote pour lequel l'exercice physique développe le courage. Comme quoi, dit autrement, c'est plutôt classe. Tenez, prenez ce petit enfant. S'il n'avait jamais fait de muscu, est-ce qu'il aurait eu assez confiance en lui pour aller aussi loin et devenir le champion qu'il est devenu? À méditer, mais perso je pense pas. Pour ce qui est des accusations de beaufry aigu et de prédation sexuelle, je pense qu'on frise légèrement le hors-sujet puisqu'on n'a pas besoin de muscu pour être un gros beauf à la drague lourde. Platon disait même que ne pouvaient être considérés comme beaux que ceux qui avaient travaillé conjointement leur corps et leurs âmes, ce qui s'applique à tout le monde, à nos chers kékés des salles de sport, certes, mais aussi à toi, Jean Critique, qui déverse ta rage depuis ta chambre du haut de tes 40 kilos. Enfin, pour terminer, si quelqu'un associe l'homosexualité à la moindre vue d'une épaule musclée, je pense qu'il est grand temps pour la personne en question de se poser les bonnes questions et éventuellement d'accepter ce qu'elle a au fond d'elle. Ou du moins ce qu'elle voudrait avoir au fond d'elle. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura éclairé sur ce que sont respectivement le sport et la musculation. Si oui, n'hésitez pas à liker et à partager, histoire de faire fermer quelques bouches, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et mettez la cloche, parce que la suite s'annonce lourde. D'ailleurs, on se retrouve bientôt pour la fin des aventures de Milon, et entre deux, il y aura peut-être autre chose, genre une vidéo théorique à la salle, parce que ça fait longtemps. D'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, et je vous fais des bisous.